Der Frankreich-Block ist wieder in Paris. Neben mir sitzt Professeur Henri Menudier. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. C'est un grand plaisir que vous êtes venu nous voir. Et je sais que vous aimez bien Paris, vous avez étudié à Paris et donc c'est avec plaisir que je vous rencontre de nouveau. Oui, merci. À Athènes, le 7 septembre 2017, Emmanuel Macron s'est prononcé avec ferveur contre les aspirations nationalistes des États. Il a présenté son idée d'une souveraineté européenne. Il dit, je le cite, « La souveraineté véritable, elle doit se construire dans et par l'Europe, celle dans laquelle nous croyons. » Comment jugez-vous cette approche au moment où des partis de l'extrême droite plaident pour la souveraineté de la nation? Oui, justement, je trouve très important que Emmanuel Macron ait dès le début souligné cet aspect de la souveraineté, de montrer que l'Europe peut être souveraine, parce que, comme vous l'avez souligné dans votre question, les adversaires de l'Europe ou les eurosceptiques disent toujours qu'il faut avant tout sauver la souveraineté nationale et ils reprochent à l'Union européenne, aux institutions européennes, de remettre en cause cette souveraineté. Donc c'est très important que Macron montre que la souveraineté n'est pas simplement une affaire nationale, mais que c'est une véritable affaire aussi sur le plan européen. Alors la deuxième raison, c'est de montrer aussi que quand il parle de souveraineté européenne, c'est qu'aujourd'hui, les principaux problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre européen, dans un cadre communautaire. C'est-à-dire qu'il s'agisse des différents défis auxquels nous sommes confrontés, aucun de nos différents pays au sein de l'Union européenne n'est capable de résoudre ces difficultés. Ce n'est que dans la mesure où nous nous entendons, où nous coopérons, que nous réussirons à nous affirmer vis-à-vis de ces problèmes. Et enfin, dernier aspect que je voudrais également souligner, c'est une façon de rappeler que nous avons besoin, avec une souveraineté européenne maîtrisée, nous avons besoin d'une Europe forte. Pourquoi? Non pas pour montrer nos muscles et aller à la conquête du monde, mais parce que nous sommes entourés par des puissances qui, elles, n'hésitent pas à s'affirmer, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, d'autres pays ou même des États-Unis. Donc si nous voulons jouer un rôle et si nous voulons pas être complètement marginalisés, eh bien nous avons tout intérêt à nous affirmer en tant qu'Union européenne, un ensemble souverain parmi les autres grands pays. 2 semaines plus tard, en Sorbonne, le 26 septembre, il dit « Je suis venu vous parler de l'Europe ». Le président Macron répète cette souveraineté de l'Europe. Il propose le multilinguisme comme s'il veut faire de la culture. Et lors de son discours d'ouverture à la foire du livre à Francfort, la base de la refondation de l'Europe. La culture sera-t-elle suffisante comme concept pour cette refondation de l'Europe? Il y en aura d'autres sans doute. Combera-t-on la place qu'il rendra à la culture? Alors, j'ai été très sensible à cette manifestation à la Sorbonne. Malheureusement, j'ai pas pu y assister parce que je participais à un colloque en Allemagne ce jour-là, mais j'y étais très sensible. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai organisé deux grands colloques dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne sur les questions de la coopération franco-allemande et européenne. Donc, vous comprendrez que je me sentais tout à fait en harmonie avec Macron. Et je trouve que ce qu'il a dit concernant la culture est extrêmement important. Il faut bien sûr savoir que le sujet de la culture n'est pas un sujet neutre pour Macron. Macron s'est beaucoup engagé sur le plan culturel. C'est quelqu'un qui est très cultivé, lui-même, son épouse, etc. Donc, on sait qu'ils ont beaucoup de contacts et de relations dans le monde culturel. Donc, la culture est quelque chose d'important. Et pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un patrimoine commun que nous devons partager. Et là aussi, il ne pense pas en termes nationaux, mais en termes européens. C'est-à-dire qu'il défend l'idée d'une culture qui doit être ouverte sur le monde extérieur, qui doit s'échanger, qui doit affirmer ses propres qualités, ses propres dimensions. Et concernant la langue, il a simplement rappelé quelque chose de tout à fait essentiel, que la langue fait partie de notre patrimoine culturel. Et contrairement à ceux qui disent qu'il faut apprendre
n'apprendre qu'une seule langue. Lui dit, il faut au contraire pratiquer le multilinguisme. Pour une raison très simple, et c'est là qu'on voit la logique de son raisonnement, tout simplement parce que nous vivons dans un monde, le monde de la mondialisation, le monde international, de l'intégration européenne, c'est-à-dire que de plus en plus les personnes sont appelées à travailler dans un autre pays. Or, pour le faire, il faut absolument connaître d'autres langues vivantes, maîtriser d'autres langues vivantes. Et la même chose aussi, si vous voulez, la langue est un instrument pour arriver à mieux connaître un autre pays, des habitants des autres pays de l'Europe ou hors de l'Europe, et également avoir un accès direct à la culture. Dans son discours en Sorbonne, Macron avait dit « Aussi, je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau ». Cette proposition est-elle une critique du traité de l'Élysée de 1963, incomplet ou insuffisant ? Oui, c'était certainement indirectement une critique que personnellement je n'ai pas totalement partagée, parce que j'estime que le traité de l'Élysée a joué un rôle tout à fait fondamental dans les relations franco-allemandes. Il était important qu'il y ait deux hommes d'État comme De Gaulle et Adenauer disent maintenant, avec les guerres entre la France et l'Allemagne, c'est fini, nous engageons le processus de la réconciliation et nous allons plus loin. Il est intéressant d'ailleurs de rappeler que parallèlement au traité a été signée une déclaration commune de Gaulle-Adenauer dans lequel il y a 4 mots essentiels. Je suis un des rares politologues ou, disons, experts des relations franco-allemandes qui attirent l'attention là-dessus. Ce sont les mots réconciliation. Oui. Bon, celle-ci est réalisée depuis longtemps. Coopération, c'est ce que nous faisons tous les jours. Solidarité, un thème très important dans les relations franco-allemandes, et le thème amitié. Et il est intéressant de voir d'ailleurs que dans ce texte, l'amitié devient surtout l'affaire des jeunes. Parce qu'à l'époque, De Gaulle et Adenauer craignaient que les adultes qui avaient connu le Troisième Reich, Hitler, les guerres, etc., des difficultés à véritablement se réconcilier. Mais les jeunes qui ne connaissaient pas, qui connaissaient mal ou n'avaient pas vécu directement ce passé tragique, devaient pouvoir s'engager les uns avec les autres à construire l'Europe. Donc c'est pour ça que le traité franco-allemand a été très important, parce qu'il a créé une coopération, il a mis en place les structures d'une coopération permanente entre nos deux pays. Et exemplaire pour le reste du monde. Exemplaire, oui, dans le secteur politique, dans la mesure où les chefs d'État, les ministres, les hauts fonctionnaires doivent se rencontrer régulièrement, rencontres régulières aussi entre les présidents des parlements, entre les députés, et a mis en place un certain nombre de structures, de mécanismes de coopération, notamment dans le secteur culturel. Donc vous voyez que dans le secteur culturel, vous avez un tas de choses qui fonctionnent très bien, comme les lycées franco-allemands. Vous avez Arte, qui est quelque chose de tout à fait remarquable. L'université franco-allemande. Bref, nous avons la chance d'avoir de très nombreuses structures de coopération qui ont créé un véritable réseau, à la fois sur le plan humain et sur le plan culturel. La même chose vous retrouverez aussi sur le plan économique et politique. Donc le traité est important. Alors que M. Macron veuille éventuellement le compléter, pourquoi pas. Simplement, moi, je mets en garde de la façon suivante, en disant, c'est bien de vouloir réformer le traité, mais si on crée de nouvelles institutions, de nouvelles structures, encore faut-il les faire vivre. Parce qu'il ne suffit pas, si vous voulez, de dire on va faire telle ou telle structure, on s'engage dans telle et telle voie, si cela n'est pas suivi d'effet. On a par exemple des structures qui ont été mises en place. Il y a un conseil de l'environnement franco-allemand. Je n'ai jamais vu personnellement de déclaration importante. Bien, vous avez un conseil culturel franco-allemand créé dans le cadre du traité. Bon, ce sont des personnalités très éminentes qui y participent, mais à l'extérieur, on ne voit pas très bien ce que font ces structures. Donc, moi je plaide pour que d'abord on mette vraiment en œuvre le traité existant, et que d'autre part, si on crée des structures des nouvelles, que celles-ci engagent véritablement les deux gouvernements, les deux États, les deux populations. Un nouveau traité pourra-t-il contribuer à mieux développer et davantage la coopération dans nos deux pays ?
Si, tout ça dépendra de ce qu'on mettra dans le traité. Il y a déjà beaucoup de choses dans le traité de 1963 qui a l'avantage d'être relativement, pas toujours très précis, d'être relativement large dans sa façon de présenter les choses. Par exemple, il y a pratiquement rien sur la coopération économique, qui est devenue un secteur très important. Pourquoi? Mais non pas parce que De Gaulle et Adenauer ignoraient l'économie à l'époque, mais parce qu'il y avait un conflit en 1962, au moment de la négociation sur le traité, entre Adenauer et Erhard. Erhard n'était pas particulièrement favorable aux relations avec la France, il était plutôt tourné vers la Grande-Bretagne et vers les États-Unis, et Adenauer ne voulait pas avoir à négocier avec Ludwig Erhard, qui à l'époque était son ministre de l'économie. Donc si on avait mis davantage d'économie dans le traité, il a fallu qu'il y ait cette discussion Erhard-Adenauer qui était assez difficile. Bon, malgré l'absence d'obligations dans le traité, la coopération économique est devenue un aspect très important. Et il y a 3 grands secteurs, si vous voulez, c'est la coopération politique, économique, et puis tout le secteur, je dirais, société civile et culture. Donc l'économie est bien devenue aussi, est devenue, si vous voulez, un pivot important de notre coopération. Donc si on fait quelque chose de nouveau, on peut essayer de réfléchir systématiquement, voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Mais je mets en garde encore en disant, attention, si nous créons de nouvelles structures, il faut vraiment les faire vivre. Macron met les relations franco-allemandes au centre de son argumentation en vue de la refondation de l'Europe. Il souhaite expressément qu'on comprenne ses propositions comme le début d'un débat. Est-ce que Berlin, selon lui, a jusqu'aujourd'hui donné une réponse satisfaisante? Je dirais, en bon français, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire qu'il y a eu au départ, lors de l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République, il y a eu un très grand sentiment de soulagement du côté allemand. On préférait naturellement que ce soit Macron qui gagne l'élection au lieu de Madame Le Pen et du Front National, parce que ça aurait été une catastrophe pour la France, pour les relations franco-allemandes et pour l'Europe. Donc Macron est venu et on s'est d'autant plus réjoui qu'il avait mené une campagne très favorable à l'Europe. C'est même le seul candidat qui a été vraiment favorable à l'Europe pendant toutes ces semaines. Donc on était très contents. Et puis il a présenté ses idées à travers différents discours, dont le discours de la Sorbonne. Avant, il y avait eu le discours d'Athènes, et bien sûr, c'était pas par hasard qu'il avait choisi Athènes. Il avait fait pas mal de déclarations. Et il a publié son livre qui s'appelle Révolution. Donc on savait qu'il avait des idées assez précises. Alors du côté allemand, on s'est réjoui que la France reprenne un peu l'initiative sur les questions européennes, parce qu'il faut bien dire que la présidence précédente, celle de M. Hollande, avait été plutôt décevante sur le plan européen. Arrive Macron, qui propose des choses assez précises, et puis aussi un ensemble de propositions qui étaient plus ou moins dans l'air. Mais le noyau de sa proposition, c'est la réforme de l'eurozone, de la zone euro. Et là, il faut bien dire qu'il y a des réticences du côté allemand, parce qu'il propose en fait 3 choses. Il propose un budget commun pour la zone euro. Il propose la désignation d'un ministre des Finances de la zone euro. Et troisièmement, un contrôle par le Parlement. Du côté allemand, on craint de s'engager dans une politique qu'on appellerait, si vous voulez, la Transferunion, c'est-à-dire que comme l'Allemagne est le pays le plus riche, ce serait elle qui devrait débourser le plus. Et c'est un thème qui est devenu très important très important en Allemagne. Et je regrette un peu que cet aspect financier ait pris une telle importance et qu'on ne discute pas à fond les idées de Macron. En aucun endroit vous trouverez des déclarations de Macron disant on veut un transfert des finances de l'Allemagne vers les autres pays. Ce qu'il propose, c'est qu'il y ait une meilleure coordination, que l'on achève, on a l'union monétaire, mais on n'a pas encore l'union économique. Donc on essaie de développer cette coopération économique le plus possible. Et puis il propose, c'est peut-être ça qui crée un malentendu avec l'Allemagne, il propose la création d'un fonds qui pourrait avoir une double vocation. D'une part, avoir un fonds pour permettre de prêter de l'argent aux pays de l'Union européenne qui veulent faire des investissements productifs, créatifs, et non pas pour essayer d'éponger des dettes. Et d'autre part, avoir un fonds de réserve
qui serait constituée pour pouvoir aider les pays qui éventuellement se trouveraient en crise. C'est ce qu'on a vécu après 2007-2008 avec la crise bancaire venue des États-Unis où on était assez démunis. Donc je crois que ce sont des propositions qui sont bien réfléchies, qui sont sérieuses. Monsieur Macron a une grande expérience des problèmes de la coopération financière européenne. Donc je crois que ça mériterait que du côté allemand, on se penche vraiment sur ces propositions et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est vraiment réalisable. Et en plus, il faut bien savoir que Macron dit toujours que ce sont des propositions. Oui, ce sont des propositions. Il sait bien qu'il ne peut pas les imposer. Nous sommes dans une communauté, il y a 28 États et ça se discute avec les autres. Alors bien sûr, c'est important qu'il y ait un peu une relance au niveau franco-allemand, que les Français et les Allemands fassent des propositions. C'est normal au sein de l'eurozone parce que les deux pays, à eux seuls, représentent, je crois, quelque chose comme 45% du produit intérieur brut des pays de la zone euro. Donc cela nous donne, comme on est les deux plus grandes économies au sein de la zone euro, cela nous donne une grande responsabilité. Mais il faut faire des propositions en tenant compte aussi des idées des autres partenaires et notamment des partenaires de l'Europe de l'Est. Une dernière question. La discussion autour de Macron a conduit à l'entrée de l'AfD au Bundestag, comme elle a contribué de mener en France Le Pen au seuil du pouvoir. Est-ce qu'on trouvera à Berlin est apparue une stratégie commune contre les partis d'extrême droite? Je crois que c'est difficile, on en a un peu discuté. Il y a là aussi une structure qui vient d'être mise en place, une sorte de conseil sur les questions d'immigration. Bon, on ne voit pas encore les résultats de ces travaux. Et le problème, c'est que on a des approches et on a une expérience quand même très différente en France et en Allemagne de la question de l'immigration. Par exemple, la grande différence, c'est le fait que la France a été longtemps une puissance coloniale. Bon, l'Allemagne l'a été aussi, mais beaucoup moins longtemps. Tout s'est arrêté avec le traité de Versailles en 1919. Donc la France, elle a une expérience coloniale que l'Allemagne n'a pas. D'autre part, les populations immigrées en France comme en Allemagne sont différentes. Bon, en Allemagne, par exemple, vous avez beaucoup de Turcs. Nous en avons beaucoup moins. Par contre, nous avons de nombreuses populations venues des pays de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, qui sont déjà intégrés depuis un certain temps, sans doute dans des conditions difficiles. Et ce qui explique que du côté français, on a été prudent, notamment en 2015. Quand Mme Merkel a décidé d'accueillir de nombreux réfugiés, c'est que nous avons l'extrême droite qui est très forte. N'oubliez pas que jusqu'en 2016, début 2017, le Front National était le premier parti en France, avec quelques 24-25% des intentions de vote. Donc les partis étaient extrêmement prudents sur la question de l'immigration, hésitant parce qu'ils craignaient de donner, si vous voulez, davantage d'arguments au Front National contre les partis démocratiques. À cela s'ajoute la question du terrorisme. Et malheureusement, on a souvent fait la liaison entre terrorisme et immigration. Il faut être extrêmement prudent. Comme l'AfD aime le faire toujours. Comme elle le fait, oui. Et il faut bien dire que c'est un problème très, très compliqué parce qu'il y a la question de l'accueil. Comment accueillir ces personnes-là? Comment distinguer ceux qui demandent vraiment l'asile pour des questions politiques et ceux qui viennent pour des questions plutôt économiques, accueillir qui, dans quelles conditions. Et il faut bien voir aussi que ce problème, je crois malheureusement, va devenir de plus en plus important. Pour une raison très simple, c'est à cause, si vous voulez, du déséquilibre démographique qui va se manifester entre l'Europe et, par exemple, l'Afrique. En Europe, nous avons une population plutôt déclinante et vieillissante. Du côté africain, nous avons une population jeune qui est en expansion. Et l'Afrique ne se développe pas suffisamment vite sur le plan économique. Les populations africaines sont assez bien informées aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux sur ce qui se passe en Europe, sur les conditions de vie. Donc l'attraction européenne sur les populations africaines est extrêmement importante. Et à cause de ce déséquilibre croissant, je dis bien croissant, qui va se manifester au cours des prochaines années entre l'Europe et l'Afrique sur le plan démographique, va conduire au fait que ce problème de l'immigration, cette question migratoire, va devenir de plus en plus